Bonjour à tous, ici Mathieu de la chaîne 2Sats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais exposer une critique qui m'est souvent partagée face à Bitcoin, je vous dirais dans des discussions avec mes proches, avec mes amis. Et puis c'est un peu une suite aux premières vidéos ici que j'avais faites de cette série-là, qui concernait si Bitcoin gaspillait vraiment de l'énergie, puisque le fait que Bitcoin n'est pas rare, c'est un élément qu'on me met souvent de l'avant. Donc vraiment, le but aujourd'hui, c'est vraiment, encore une fois, de décortiquer une des critiques principales de Bitcoin avec mes arguments. Donc en gros, la critique d'aujourd'hui, c'est vraiment simple, puis je vous dirais c'est probablement la deuxième critique ou même la première en fonction de qui je parle, mais c'est souvent le fait que le prix est beaucoup trop élevé, dans le sens que « Ah, Bitcoin, c'est trop cher ». Mais c'est que cette excuse-là, je l'ai entendue à 20 000 $, à 50 000 $, maintenant je l'entends encore à 125 000 $. Et puis, avec le temps, j'ai réalisé en fait que les gens qui ont cette réponse-là, c'est souvent lié au fait qu'ils ont une mauvaise compréhension de Bitcoin. Donc, pourquoi Bitcoin prend de la valeur, on peut le dire. Et puis également aussi parce que leur mentalité est souvent biaisée, je vous dirais, par le système fiduciaire dans lequel on évolue depuis plusieurs années. Donc, on a plusieurs barrières mentales qui sont établies à propos de des actifs qui augmentent en prix. Et puis, je vous dirais aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est vraiment de décortiquer le tout. Dans le fond, on va pouvoir répondre à la question pourquoi Bitcoin prend de la valeur. Et puis également, pourquoi en fait un système économique fiduciaire nous influence dans notre manière de voir pourquoi on devrait avoir du rendement, comment qu'on voit l'économie. Donc, on va vraiment toucher à tous ces sujets-là dans cette vidéo. Donc, vraiment, avant de se lancer, j'aimerais mettre un peu de contexte à cette critique-là. Souvent, la critique va me venir, par exemple, de gens qui vont être beaucoup intéressés à la spéculation, au prix, donc au gain. Donc, ce qui est normal, souvent, le premier réflexe, c'est de se dire « Oh, un actif a beaucoup augmenté, donc je n'irai pas spéculer dans cet actif-là. » C'est tout à fait normal. Sauf que moi, ici, ce que j'aime faire comme travail, je pourrais dire mental, c'est de tourner la question de l'autre côté et puis de commencer à se demander pourquoi je veux des gains, pourquoi je veux investir. Puis là, ici, ça ouvre la question vraiment à une plus grande question. Parce que si vous avez écouté mon dernier vidéo, par exemple, ici, dans laquelle j'explique pourquoi je suis Bitcoin maximaliste, il y avait un graphique que je vous montrais, qu'on voit ici, par exemple, la chute du dollar en termes de pouvoir d'achat à travers le temps, qui ne fait que diminuer. Donc ici, j'aimerais répondre à la question du pourquoi on cherche des gains. Mais en fait, la réalité, c'est oui, on veut améliorer notre futur, mais c'est aussi, on joue dans un jeu où ce qu'on n'a pas le choix de faire des gains, ou sinon on se retrouve perdant. Donc on n'a pas le choix de surperformer la dévaluation du dollar, ou sinon on est perdant. Donc on a beau être un citoyen honnête, travailler, payer ses taxes, voter, faire tout ce qu'on nous demande, mais à la fin de la journée, si on ne surperforme pas le marché, on se retrouve à être perdant. Puis en fait, cet effet-là, je vous dirais, de perte de pouvoir, de rester derrière le marché, fait en sorte qu'on s'appauvrit constamment, qu'on a moins en moins de pouvoir d'achat. Et puis, la réalité, c'est que on le sent tous, il y a un certain étau qui se referme, par exemple avec les gens de ma génération, pour qui l'accès à la propriété, donc faire des achats d'immobilier, est de plus en plus complexe. Mais d'un autre côté, on a aussi les générations un petit peu plus vieilles, qui par exemple avaient un certain objectif d'économie à atteindre, qui allait leur donner une certaine liberté financière pour espérer un jour à la retraite. Mais soudainement, on se rend compte que les coûts de la vie augmentent grandiosement, à un rythme qu'on n'est même pas capable de rester dans le jeu. Et puis de plus en plus, autant que pour la nouvelle génération de devenir propriétaire et vraiment avoir des actifs devient un rêve, en fait, la retraite pour certaines personnes devient un rêve. Donc c'est un peu le même cycle. On voit que tout le monde est dans le même bateau, mais qu'en fait, on a un peu, je pourrais dire, des cabines différentes. À la fin de la journée, le système fiduciaire coule. Puis un exemple concret que je peux vous montrer, c'est en fait cette émission de radio qui a reçu une personne qui traite du processus d'approfondissement généralisé. Puis ça, je vous dirais, c'est un concept que j'avais abordé justement dans ma vidéo de pourquoi je suis un Bitcoin maximaliste. Puis j'expliquais par exemple qu'à travers le temps, un salaire n'était pas suffisant pour pouvoir progresser. Et puis lui ici, on le voit, il explique, puis c'est ce que je trouve vraiment intéressant présentement, c'est qu'on est vraiment rendu à une place où ce que de plus en plus de gens verbalisent le problème, réalisent qu'on a un peu une érosion du capital, dans le sens qu'on doit travailler plus pour avoir une moins haute qualité de vie, et puis que maintenant le crédit devient un peu une nécessité puisque les gens ne peuvent plus y arriver. Donc je trouve ça intéressant. On voit que le problème est connu, mais pas les solutions. Donc voici l'extrait. Parce que pour faire vivre une famille, 2 salaires, c'était encore mieux. Puis après ça, on se rend compte que 2 salaires, c'est bien, mais c'est pas toujours suffisant. Alors, l'un ou l'autre ou les deux dans un couple, dans une unité familiale, vont avoir plus de job, vont avoir un petit travail on the side. Puis soudainement, c'est pas assez, et c'est le crédit qui se déploie dans les années 90 et qui nous permet de continuer à rêver, de continuer à consommer, en se disant, si c'est pas aujourd'hui, j'aurai les moyens plus tard de rembourser ce que j'ai emprunté. Et au bout de la piste, c'est pas le seul facteur, c'est, puis on en parlait déjà dans les années 90, les DINKs, les Double Income No Kids, pour bien vivre, pour être capable d'avoir la vie dont on rêve, pour être capable de partir en voyage, pour être capable d'être dégagé de revenus, mais pas d'enfants, c'est encore mieux. Alors c'est un choix que je respecte évidemment parfaitement, mais partout en Occident, c'est un effondrement de la fertilité
Et dans bien des cas, c'est une réponse économique, c'est-à-dire que c'est vrai que ça coûte moins cher de ne pas élever d'enfants. Donc ici, comme vous pouvez comprendre, on voit que non seulement on est rendu qu'on doit avoir un deuxième travail, par exemple, si la cellule du couple ne peut plus générer assez de revenus. Donc c'était exactement ce que je vous expliquais. Par exemple, il y a eu un temps où les femmes ont commencé à entrer sur le marché du travail, qui est un certain principe d'émancipation, qui est correct, mais que c'était beaucoup plus lié à un argument économique. Et puis maintenant, on le sait que ça a eu un certain effet sur la cellule familiale, comme je vous expliquais dans mon dernier vidéo. Mais à la fin de la journée, on a aussi l'autre élément que maintenant les gens vont à une étape encore plus loin, c'est-à-dire qu'ils basent leur décision de vie, comme par exemple ne pas avoir d'enfants, basée sur une décision économique. Et puis là, comme il mentionne, on fait face à un déclin qui est majeur, parce que c'est rendu que la raison pourquoi on n'a pas d'enfants, c'est pas juste simplement par le fait qu'on ne peut pas ou on n'en veut pas, c'est rendu que dans le calcul, il y a une dimension économique qui rentre, et puis cette dimension-là économique, on le sait, pour la nouvelle génération, est de plus en plus complexe. Et puis là, en fait, on peut parler de solutions, par exemple, parce que souvent, on a des problèmes, on pointe le problème, mais après ça, c'est intéressant de voir ce que ces gens-là pensent des solutions. Et puis, je vous dirais, un des réflexes, et après ça, de souvent se tourner vers le gouvernement, dans le fond, se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le gouvernement n'agit pas? Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a aussi un effritement un peu de la confiance des gouvernements, qu'on voit qui ont beaucoup abusé de nos dollars, qui ont beaucoup abusé de nos taxes aussi, qu'on leur donne, qui sont probablement mal gérées. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'on voit que les gens ne veulent plus s'attacher nécessairement à la solution du gouvernement. Et puis, de l'autre côté, on a aussi une solution qui est proposée, mais qu'on s'entend qui n'est pas viable si on tient compte d'une évolution saine de l'humanité, qui est souvent d'aller, par exemple, de se dire que, parfait, notre génération nouvelle est en trouble, mais l'ancienne génération qui a pu en profiter, elle va les aider. Mais ça, ce que ça fait, c'est que présentement, notre nouvelle génération n'a aucun contrôle sur sa destinée, puisqu'on est très dépendant, par exemple, des subventions qui vont venir des générations au-dessus de nous, ou des actions du gouvernement qui peuvent être douteuses. Donc ici, c'est vraiment un extrait que je vais vous montrer, qui, encore une fois, met vraiment en relation ces deux éléments-là. Puis ça, je trouvais ça intéressant parce que, comme que je mentionne, on comprend beaucoup le problème, mais les solutions n'y sont pas encore. Et puis justement, dans la deuxième partie de vidéo, on va parler un petit peu plus de solutions. Mais je vous laisse écouter cet extrait qui vient vraiment joindre ces deux sujets-là. Les gens sont en colère. Puis il y a peut-être une raison. Avec raison, les gens sont en colère. Parce qu'on est plus taxé que jamais. Il y avait un sondage léger qui est sorti, puis c'est super intéressant. Québec gère mal notre argent, selon la perception populaire. Ottawa, c'est encore pire. Municipalité, c'est à peu près 50-50. Les opinions sont partagées. Pas une bonne qualité de service en retour de ce qu'on envoie. Pour bien des travailleurs, là, c'est plus de la moitié de la pièce qu'ils gagnent qu'ils envoient dans les différents paliers de gouvernement. Alors là, lorsqu'on pose la question, puis ça m'a bien fait sourire, je m'attendais à un pourcentage élevé, mais peut-être pas autant que ça. Accepteriez-vous qu'on vous taxe davantage pour avoir de meilleurs services? Non, à 84%. Les gens sont pris à la gorge. On n'est plus capable de se faire taxer davantage. Puis il y a une iniquité générationnelle, Stéphane, aussi, pour les gens de mon âge. Il y en a une. 40 ans et moins, là, bonne chance. Moi, je suis chanceux, là, je suis propriétaire. Mais je suis très sensible au fait qu'il y a bien des gens de mon âge et plus jeunes que ça va rester une utopie, que ça va rester un rêve inaccessible parce que c'est plus achetable. T'as raison. Sauf quand t'as des parents plus riches en avant de toi qui vont te transférer maintenant ou plus tard de l'argent parce que c'est un peu le pari que font ceux qui n'ont pas de maison. Dire, peut-être les parents vont m'aider. Donc, leur richesse à eux. Mais en même temps, c'est donc de dire qu'il faut compter sur les parents pour être capable d'accéder à ce qui devrait être normal dans le rêve nord-américain tel qu'on nous le décrivait. Puis nos parents sont arrivés à se les payer sans compter nécessairement sur leurs parents, c'est-à-dire tes grands-parents. Alors effectivement, il y a une vraie inéquité. Et dans ce que tu dis, deux choses. On veut plus payer parce qu'on est pris à la gorge. On veut plus payer parce que la preuve à répétition de ce que nous sommes mal administrés aussi. Alors, donc, si vous voyez dans cet extrait-là, il y a vraiment deux sujets que je voulais soulever. C'était justement le fait qu'on a une personne, par exemple, qui se dit être vraiment triste pour la nouvelle génération parce que ça devient un rêve. Fait que c'est comme s'ils sont un peu l'illusion de puisqu'on est un propriétaire, on est déjà sorti un peu de cette bulle inflationniste-là, ou du moins de cette érosion du capital que j'aime mieux appeler, puisque c'est plus de l'inflation, c'est vraiment de l'érosion du capital. Puis de l'autre côté aussi un peu cette mentalité-là que au moins si on peut avoir de l'aide, on peut s'en sortir. Mais vous comprendrez que ça, c'est vraiment pas un signe de santé économique et non plus de progrès en tant que société. C'est à l'inverse. C'est vraiment pas ce qu'on veut. En fait, on veut que le legs soit plutôt un propulseur à la nouvelle génération. C'est quelque chose qu'on a créé sur une génération, on le donne à la prochaine génération, qui elle doit bâtir par-dessus. On veut pas que ce soit l'inverse, en fait. Que la prochaine génération soit dépendante de notre legs. Donc, si je crois, il y a vraiment ça qui est important de comprendre. Puis là, après ça, la fameuse question des taxes et tout.
ça va être pour une autre vidéo, car ça, c'est beaucoup plus complexe. Mais je vous dirais ici, le but, ce que je voulais vraiment vous apporter, c'est de voir que je crois qu'on commence à vraiment constater, à vivre le problème, mais que les solutions sont encore un peu embrouillées. Puis je crois en fait que c'est vraiment un problème qui est rendu mondial, parce que là, vous voyez, c'était par exemple une radio québécoise, donc qui est vraiment centrée sur le Québec. Mais par exemple, dans cette interview-là de Charlie Kirk, en fait, on le voit dans une discussion avec Tucker Carlson, qu'il parle un peu comment que le système financier est vraiment ado à la nouvelle génération, c'est-à-dire qu'on est une nouvelle génération qui arrive avec des prix qui sont extrêmement élevés sur les actifs en général versus les salaires. Donc ça, je vous dirais, c'est un argument qu'on entend souvent. Mais lui, ce qu'il explique, c'est plutôt le côté émotif que ça commence à créer chez les gens, le côté un peu du désespérement. En fait, les gens n'ont plus d'espoir. Et puis, le fait de ne plus avoir d'espoir dans son système peut apporter beaucoup d'extrémisme selon lui. Puis ça, je trouvais ça intéressant. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez l'écouter. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'on comprend que les gens sentent, vivent le problème et ne comprennent pas les solutions. Et puis, comme que je dis, c'est un problème mondial parce que même lui, c'était soulevé, par exemple, aux États-Unis. Je sais que c'est la même chose un peu en Europe. Donc, vraiment, faut comprendre ça. Présentement, c'est une situation mondiale. Puis la situation est mondiale parce qu'on utilise tout le même système, en fait, qui est le système de la dette. Et puis, si vous êtes intéressé d'en savoir plus, j'en parle beaucoup dans mon vidéo ici. Je suis un Bitcoin maximaliste. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là si vous l'aviez pas vue. Donc, ici, je crois, si on peut faire un petit peu une allusion, c'est que présentement, tout le monde est un peu sur un tapis roulant. Tout le monde court contre un système qui s'écroule. Et puis, en fait, présentement, je crois qu'on est rendu à un point où les gens commencent un peu à être épuisés, commencent à voir que, présentement, oh, j'ai économisé toute ma vie, mais cet argent-là ne me permettra pas de prendre une retraite. Oh, j'ai beau économiser pendant une dizaine d'années le maximum de mon salaire, je serais même pas capable de m'acheter une maison. Parfait, donc je vais m'exposer à du risque, je vais commencer à prendre des choses vraiment irrationnelles. Et puis, c'est là qu'on voit un peu le poison, je vous dirais, du système de la mentalité fiduciaire faire son travail. Puis, je vous dirais, l'argument de Bitcoin est trop cher à 122 000, c'est beaucoup lié à cette spéculation-là. C'est qu'on croit qu'il faut absolument, lorsqu'on achète un actif, on doit absolument performer. On doit absolument performer le marché. On doit absolument faire des dollars. Mais encore une fois, si vous aviez vu mon vidéo, par exemple, pourquoi je suis un Bitcoin maximaliste, je vous présentais cette charte. Cette charte-là, c'est le dollar américain contre le Bitcoin depuis le début de sa création. On voit, il s'est complètement effondré. Et puis, ça va continuer. Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'il faut se retirer la mentalité de spéculation et puis plutôt avoir une mentalité d'investir dans un actif qui est dur, qui n'est pas contrôlé et puis surtout, le plus important, qui va augmenter notre pouvoir d'achat à travers le temps, comme on voit ici par exemple pour le nombre de bitcoins dépensés pour une maison. Donc ça ici, c'est vraiment important parce que là, soudainement, quelqu'un qui économise en bitcoin plutôt qu'en dollars, au lieu de devoir se battre contre la dévaluation de son dollar, il va pouvoir simplement travailler à plus accumuler de bitcoin, qui va lui donner plus de pouvoir d'achat dans le futur, qui soudainement, au lieu de le rendre pessimiste à propos de son futur, peut le rendre optimiste. Puis soudainement, au lieu que son travail se fasse dévaluer à travers le temps, et puis que son travail acharné, qui a passé des milliers d'heures pour pouvoir transférer à sa génération future, continue à se faire dévaluer dans le temps, ce travail va être valorisé et transféré dans le temps. Puis ça, cette valeur-là, on le sous-estime. Parce que présentement, on pense juste à tenir notre tête en dehors de l'eau pour pouvoir survivre. Mais il fut un temps dans l'humanité où ce que les gens se transféraient de la valeur en génération, et puis que la génération précédente, son travail allait bénéficier le futur. Et puis ça, je pense que c'est un peu le message que j'essaie de passer aujourd'hui, c'est que quand on écoute ces interviews-là, quand on écoute ces gens-là parler, on réalise qu'on a un problème, que tout le monde est dans le même bateau. Puis Bitcoin est probablement le seul actif qui est capable de nous donner un peu ce radeau de sauvetage-là. Puis ici, comme vous voyez, c'est un peu un dire de Bitcoin maximaliste qu'on dit souvent, c'est que la raison que Bitcoin valait 1 million va être la raison pourquoi je ne vendrai pas Bitcoin à 1 million. Parce que s'il vend à 1 million, il valait à 10 millions, 100 millions. Puis en fait, la manière qu'il faut le voir, c'est vraiment simple. C'est un peu comme le dollar du Zimbabwe. Dans le sens que, oui, on augmente le nombre de zéros, mais sa valeur est pas nécessairement plus grande. Donc, c'est la raison pourquoi on vendra pas 1 million de dollars canadiens, par exemple. Parce que le dollar va être en train de se dévaluer continuellement. Donc, c'est vraiment ça ici, un peu l'analogie, c'est de se dire, donc si on a un bateau qui est en train de couler, qui est en fait le dollar de votre pays, par exemple, on peut parler des grands pays comme le dollar américain, canadien, européen, le système fiduciaire en général qui est en train de couler, et puis Bitcoin vient vraiment agir comme un radeau de sauvetage pour pouvoir justement s'y réfugier. Donc non, probablement que Bitcoin n'est plus un billet de loterie comme qu'il a déjà été à un certain moment. Il vous rendra pas riche du jour au lendemain, mais au moins sur le long terme, il va vous rendre libre. Et puis, comme je vous montrais ici, par exemple, on se protège déjà là de la dévaluation monétaire et on protège notre pouvoir d'achat à travers le temps. Donc ça, déjà là, pour moi, c'est vraiment un pas vers construire une richesse plutôt que de devenir riche avec un coup de chance. Ici, c'est vraiment plus une protection de capital. Puis cette logique-là peut aussi s'appliquer à un certain niveau à des gens, par exemple, qui investissent dans l'immobilier et la bourse. Mais par exemple, ces sujets-là, je les ai traités ici dans mon vidéo. Pourquoi moi, je préfère Bitcoin. Puis juste un exemple rapidement pour l'immobilier. Mais tout ce qui est gestion, entretien, vraiment, ça peut aller très loin. Donc ça, pour moi,
moi, c'est un peu des éléments que je me dis, pour simplement conserver son capital, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout déployer ces efforts-là? Donc, encore une fois, c'est peut-être une question de mentalité fiduciaire, mais ce que je veux dire ici, c'est que pour moi, Bitcoin est le meilleur outil qui peut nous aider à conserver notre pouvoir d'achat à travers le temps. Et puis, par défaut, la question justement qu'on se pose, si c'est trop cher, ben en fait, je crois que non. Parce que si notre but est de conserver notre pouvoir d'achat, ben en fait, je vais vous le dire comme ça, puisque je peux pas faire de conseil financier, je peux pas garantir que le prix du Bitcoin va augmenter, mais je peux garantir que la valeur du dollar va continuer de descendre, et puis que la valeur du dollar face au Bitcoin risque aussi fortement de descendre. Donc vraiment, ce que je veux dire ici, c'est que pour moi, Bitcoin n'est pas trop cher, puisque c'est pas nécessairement une vision spéculative. C'est plus une vision d'accumuler de l'actif digital qui plus tard va me donner un pouvoir d'achat supérieur à maintenant. Et puis aussi après ça, je pense qu'on peut simplement se poser la question, quel est le prix, si on se projette dans le futur, que Bitcoin pourrait avoir si on le compare à d'autres actifs similaires? Donc premièrement, il y a une métrique que j'adore mettre de l'avant, c'est que Bitcoin, en termes de capitalisation, vaut plus que le PIB du Canada. Donc ça, je trouve ça toujours intéressant. Puis après ça, si on pense un peu, qu'est-ce que Bitcoin pourrait remplacer? Ben Bitcoin, on le sait, on dit souvent que c'est de l'or digital. Parfait. Si on s'en va chercher la capitalisation de l'or, comme là, vous voyez, j'ai changé la devise, je l'ai mis en américain pour m'assurer que c'était vraiment par-dessus le PIB canadien, et puis ça l'est toujours. Mais en fait, c'est que vous voyez, si on va chercher par exemple un multiple pour aller rejoindre l'or, on parle d'un multiple assez impressionnant. Donc encore aujourd'hui, si on va simplement chercher le quart de la valeur de l'or, ben, déjà là, ça peut être très intéressant à faire. Oui, d'un point de vue spéculatif à long terme, je peux comprendre, ça peut encore grossir, puisque quand je le compare par exemple à l'or, ben ça augmente. Mais après ça aussi, d'un point de vue fondamental, comme je vous explique, qu'à la fin de la journée, ici, la prise de valeur de Bitcoin n'est pas guidée vraiment par une prise de valeur, mais plutôt par la perte de valeur de la devise qu'on utilise pour acheter Bitcoin. Donc ça, c'est vraiment une distinction qui est super importante de comprendre. Et puis pour finir vraiment rapidement, ce que je trouve intéressant, c'est que je regardais les statistiques de mon audience. Puis ce que je réalise, c'est que dans mon audience, j'ai vraiment les deux extrêmes du spectre. Je vais avoir des gens, justement, comme que je disais tout à l'heure, qui ont économisé toute leur vie, qui ont vu, en fait, les prix aussi augmenter, dans le sens que quand ils étaient jeunes, ils allaient probablement au marché du coin acheter une barre de chocolat et des bonbons pour quelques sous, alors que maintenant, on a vu vraiment les prix augmenter. Et puis, de l'autre côté, j'ai aussi la nouvelle génération qui fait face au défi d'avoir de plus en plus d'actifs, de pouvoir se sortir la tête de l'eau. Donc, ici, ce que j'ai à dire, c'est que vraiment, on est tous dans la même équipe, puis c'est vraiment intéressant de voir qu'on a vraiment le même outil, même si on est dans des situations différentes. Puis ce que je vous invite, c'est vraiment partager les vidéos que je fais, partager la chaîne à des proches que vous avez que peut-être qu'ils se rendent pas compte de l'érosion du capital ou peut-être qu'ils se sentent impuissants face à leur situation. Peut-être que vous allez les aider avant qu'il soit trop tard à se protéger une certaine partie de leur capital, par exemple pour des gens un peu plus vieux, et peut-être les aider à atteindre le rêve de la retraite. Et puis pour des plus jeunes, ça peut peut-être leur donner un outil à se construire une certaine richesse pour se donner un premier coup de départ dans la vie. Donc, je crois que c'est vraiment important de partager cette information-là et de s'éduquer. Et puis encore une fois, je vais le répéter, pour moi, Bitcoin, c'est pas un outil pour se rendre riche, c'est un outil pour se rendre libre. Libre des gouvernements, libre des systèmes qui sont manipulés, libre de la dévaluation monétaire. Pour moi, c'est vraiment ça qui est important. Et puis pour moi, ça guide ma réponse lorsque les gens me disent comme critique, Bitcoin est trop cher. En réalité, ça dépend de quel point de vue qu'on le regarde et puis surtout aussi dans quel horizon de temps. Donc sur ce, j'espère que vous avez appris. N'oubliez pas de partager la vidéo avec des proches. Mettez vos questions en commentaire et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.